Salut les amis. Bon, on est à l'aube d'une révolution. Les IA, Chat GPT, c'est quand même un truc de fou. Je crois que j'étais parmi les tout premiers, sans me vanter, à le télécharger. J'ai un filleul qui est un nerd. Voilà, il est dans le développement web. Donc voilà, il m'a dit, mon parrain, début novembre, l'année dernière, il faut que tu télécharges ChatGPT. C'est mot pour mot la plus grande révolution depuis l'invention de l'iPhone. Je crois même que il faut du smartphone. Je crois même que c'est encore plus que ça. Enfin, là, on réalise pas. On est encore un petit peu dans le brouillard. Voilà, ça nous fait un petit peu peur. On se dit oui, les élèves vont faire des copier-coller. Oui, ça va remplacer le boulot des comptables de la mairie, de trifouiller les oies. Oui, certes, mais enfin, on a dit ça aussi de l'ordinateur, la machine à écrire, voire l'imprimerie Gutenberg. Parce que là, franchement, c'est quand même bluffant. Alors, il a été un petit peu bridé là depuis. Hein. C'est vrai qu'à un moment, c'était un peu folklorique. Moi, je pense qu'on pouvait demander la recette de la fusée V2. Bon, là, ça a quand même été un petit peu bridé. Et d'ailleurs, il y a des modos. Alors, j'ai vu un article, mais on dirait un sketch, quoi, mais avec des modérateurs du Bangladesh, donc sous-payés, qui s'enfilent des lignes de code H24 pour détecter on va dire les failles et puis faire de la modération, brider l'IA, quoi, parce que on n'est pas censé nous donner la composition d'un cocktail Molotov ou de nous dire comment faire le meurtre parfait de son voisin, par exemple. Donc voilà, ça a quand même tendance à être un petit peu plus bridé, mais bon, en tout cas pour ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la discipline historique, c'est quand même franchement vraiment vraiment bluffant. Moi, j'avoue. Alors, j'ai eu l'occasion plusieurs fois de tester un petit peu, voire même là, exemple, je suis en train de faire des préparations sur un cours à propos de Louis XIV, et puis comme ça, ben, je voulais de tête toutes les annexions du royaume, on va dire plus ou moins dans l'ordre chronologique. Alors je me suis dit, bah, on peut aller sur Internet ou dans un livre, mais non, j'ai demandé à ChatGPT. Et là, bah, il m'a fait dans l'ordre exact, très bien écrit, l'Alsace, le Roussillon, la Flandre française, la Franche-Comté, la Lorraine, enfin, impressionnant, bien écrit. C'est assez flippant. Alors, ce qui est rassurant, c'est que c'est relativement court quand même. Donc, ça donne vraiment un bon axe de recherche. Mais ça va pas, évidemment, pour l'instant, remplacer l'intelligence humaine, voire même Wikipédia. Mais après, voilà, si on arrive à poser des questions, si on arrive à enchaîner les questions, parce que le but, c'est quand même de faire une conversation, c'est pas juste de poser une colle, en quelle année est mort Louis XIV. Hein. Non, mais c'est vraiment, vraiment très, très, très impressionnant. Donc, bon, c'est pas un moteur de recherche, c'est une IA, c'est-à-dire que c'est une intelligence artificielle qui a, donc j'imagine sur des méga serveurs, mais qui a lu des milliards et des milliards de documents, de données, des milliards de mégaoctets. Donc c'est franchement, ouais, c'est vraiment bluffant. Alors j'ai pu voir aussi Midjourney aussi, c'est très très impressionnant. Donc c'est l'IA qui permet de faire des illustrations avec juste quelques phrases du style, je sais pas moi, fais-moi j'en sais rien, un personnage en mode Tintin et Milou, je sais pas moi, dessine-moi Georges Clémenceau en mode Tintin et Milou, en mode Hergé, et hop, il va te faire Clémenceau dessiné comme Hergé. Alors bonjour les droits d'auteur, mais c'est vraiment très impressionnant. Alors, il y a aussi des coquilles, c'est assez rigolo, j'ai vu aussi sur le net, il y en a qui s'amusent à faire des bimbos coréennes, mais elles ont 3 bras, 4 jambes, bon. Mais c'est vraiment vraiment passionnant là aussi. Bon, ça risque de faire du dégât. Bon, bah, voilà, c'est aux illustrateurs, on va dire, de se renouveler. Bon, ça remplacera jamais l'inventivité humaine parce que c'est quand même basé au départ sur aussi des données tirées de milliards et de milliards de données justement. Donc, mais c'est vraiment l'impressionnant. Midjourney, bon, c'est encore l'état de bêta version. Je crois qu'il faut aller sur un Discord, je ne sais quoi. Enfin bon, je testerai un jour. Je vais me faire tous les diadocs. Je vais faire des posters. Ouais, non, c'est impressionnant. Alors, bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vous ai préparé une petite série de questions
sur Alexandre le Grand. Alors des questions qui me taraudent hein, quand même, hein, voilà, parce que je vais pas juste demander en quelle année il est mort, on s'en fiche, mais des questions un petit peu techniques, un petit peu pointues, puis on va voir un petit peu ce qu'il en dit, essayer un petit peu de converser avec lui. Alors je voulais pas vous dévoiler tout de suite mes questions, j'en ai une douzaine. Donc, alors ChatGPT, je vais peut-être vous présenter vite fait pour ceux qui connaissent pas, mais en tout cas c'est pas une appli, c'est un site. Hein, voilà, on s'inscrit en 3 clics, il suffit juste de donner son numéro de téléphone. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc je vais faire fi des financeurs de Microsoft, auparavant d'Elon Musk. Hein, voilà, on va rester au premier degré. Hein, mais ouais, non, c'est incroyable. Donc, alors, on va poser quand même plus ou moins dans un ordre logique ou chronologique. Donc la grande question quand même que je me pose, et je suis pas le seul, qui a ordonné le meurtre de Philippe II. Ah, je vais l'écrire en chiffres classiques de Macédoine. J'aimerais bien avoir quand même le fin mot de l'histoire. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il réfléchit, hein. Il a mené son enquête. Aïe. Alors, Philippe II de Macédoine a été assassiné en 336 avant Jésus-Christ, même le typo elle est bonne, lors d'une cérémonie publique à Égaï, la capitale de la Macédoine antique. L'assassinat a été perpétré par Pausanias, un ancien garde du corps de Philippe, qui avait apparemment des griefs personnels contre le roi. Bon, il avait été violé par les hommes d'Attal. Il y a eu des spéculations selon lesquelles d'autres personnes pourraient avoir été impliquées dans l'assassinat. Un complot, notamment des rivaux politiques de Philippe, ou même son propre fils, Alexandre le Grand. Cependant, il n'y a pas de preuves concluantes pour étayer ces théories. Et la plupart des historiens considèrent que Pausanias a agi seul. Quid d'Olympias? Je vais quand même lui faire la remarque. Je vais quand même le remercier. Merci. Mais beaucoup suggèrent qu'Olympias a trempé, alors on va faire la conversation, on va faire comme s'il avait compris de quoi on parlait, a trempé, oui, non, dans cet assassinat. On va voir un peu s'il arrive à faire une conversation, ce fameux ChatGPT. En effet, il était au taquet, il attendait là. Il y a eu des spéculations selon lesquelles la mère d'Alexandre le Grand, Olympias, aurait été impliquée dans l'assassinat de Philippe II de Macédoine. Certains historiens ont suggéré que les motivations d'Olympias étaient d'assurer que son fils Alexandre accède au trône sans être en concurrence avec son père. Cependant, il n'y a pas de preuves concluantes pour étayer ces théories. Bon, oui, il convient de noter que les sources historiques de cette période sont souvent contradictoires et en fin de compte, on ne saura jamais. Débat par les historiens. Bon, quand même, ouais, pas mal quand même. Alors, ouais, je vais pas le relancer, mais enfin quand même, j'avoue, pas mal. Enfin, sans faute d'orthographe, c'est bien écrit. La typo, elle est même meilleure que les articles de France Info. Enfin, c'est waouh. Moi, si j'étais journaliste, je serais très très inquiet. C'est une profession inutile, de toute façon. Donc, franchement, je serais très 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 inquiet. Alors, question polémique qui taraude aussi certains ou certaines. Alexandre le Grand, désolé pour les majuscules, est-il homosexuel? La grande question. Alors, Oliver Stone, il a tranché, il a dit oui, il est LGBT. Ah oui. Alors, polémique. Il y a des spéculations et des rumeurs, selon lesquelles Alexandre le Grand aurait été homosexuel, en particulier en ce qui concerne sa relation avec son ami d'enfance et compagnon de longue date, Héphaïstion. En plus, ils écrivent bien Héphaïstion, non pas à eux, comme les
les latins et plus tard les romains. J'adore ChatGPT. En typo, je l'aime beaucoup. Cependant, il est important de noter que les normes sociales en matière de sexualité et de relations amoureuses étaient différentes à l'époque de l'Antiquité, et que les relations étroites entre hommes étaient souvent considérées comme normales et même valorisées dans certaines cultures. En ce qui concerne Alexandre le Grand, il est difficile de déterminer avec certitude s'il est homosexuel ou non. Bah oui, il reste dans l'expectative. Les sources historiques sont souvent ambiguës. Mais oui, mais il est plus malin que n'importe quel article. Il est fort ou contradictoire sur ce point. Il est également possible que des rumeurs sur la sexualité d'Alexandre auraient été exagérées ou inventées par des adversaires politiques ou des historiens postérieurs. Mais il dit exactement ce que je dis dans mes vidéos. Mais c'est fou. Alors, vous voyez, là, il n'y a pas de développement, mais on va poser une question. Donc, dans l'ensemble, il est important de se rappeler que la sexualité et les relations amoureuses sont des sujets personnels et intimes et que les spéculations et les rumeurs ne devraient pas être utilisées pour le définir ou le juger. Voilà, une petite... voilà, on discrimine pas. Voilà, mais voilà, c'est de bonne loi, ça mange pas de pain. Bon, allez, ça passe. Faudrait pas l'utiliser comme ça en disant c'est pas bien. Bon. Alors, je vais voir s'il suit de quoi du mais qui sont... Alors, je vais faire OK, merci, oui, mais qui sont ces historiens postérieurs dont tu parles? Ouais, alors, oui. Alors, là, je vous apprends rien, parce qu'effectivement, il va citer les historiens postérieurs, mais ceux qui spéculent sur la sexualité d'Alexandre, c'est pas eux. Justement, eux, ils le citent pas. Plus tard, Carien, Diodore de Sicile et Quincurse ne le mentionnent pas explicitement. C'est Élien, qui est pas une source très très fiable. Donc voilà, c'est une tradition qui repose sur quelques lignes. Alors après, oui, sur l'interprétation, oui, il aimait beaucoup son favori, oui, il a beaucoup pleuré, oui, c'est son ami d'enfance. Bon, après, on peut gloser, voilà, peu importe, mais... Bon, il n'a pas vraiment répondu à cette question-là spécifiquement, mais il a quand même répondu à la question les historiens postérieurs. Donc voilà, c'est quand même pas mal. Après voilà, il n'a pas répondu Claudélien, histoire variée. Bon, allez, on en demande un petit peu beaucoup. Bah pas quand même. Hein. Alors, troisième question, bon, un peu moins polémique, mais qui fait partie de la postérité. Et je vais pas vous spoiler, je vais attendre de voir ce qu'il répond. A-t-il vraiment les yeux verrons? Donc il aurait eu un œil marron et un œil vert, on suppose. Alors je vous le dis, mais bon, c'est mentionné dans le Pseudo-Callisthène, ce qui deviendra plus tard le roman d'Alexandre, donc c'est pas historique. Et pourtant, voilà, tout le monde le considère. Là aussi, c'est des légendes. Et oui, d'où le vraiment. Parce que les sources anciennes ne le mentionnent pas. À moins qu'il se pris un coup de flèche, je sais pas. Peut-être ils confondent avec David Bowie. David Bowie qui avait les yeux verrons après une bagarre quand il était au lycée. Alors, il y a des rapports historiques qui suggèrent qu'Alexandre le Grand avait les yeux de couleurs différentes. Une condition appelée hétérochromie. Les yeux verrons. Cette condition est rare mais possible et se produit lorsqu'il y a une différence de pigmentation dans les iris des deux yeux. Cependant, il est important, avant de dire quoi, qu'il ne faut pas discriminer ceux qui ont une hétérochromie. Sûrement. Ce sont des hommes comme les autres. Voilà, donc source contradictoire, il n'y a pas de preuve. Il reste toujours, il insiste bien, ça qui est bien, c'est qu'il ne veut pas que les gens propagent des fake news. Et en histoire, c'est quand même la base, même si j'ai pas le terme de fake news, qui a d'ailleurs été inventé par l'OTAN, donc méfiance. Enfin, voilà, on va dire en tout cas des fables. Voilà, j'aime ce terme en histoire, des fables. Voilà, donc les yeux verrons seraient une légende, une exagération qui a été créée pour renforcer le mythe. Oui, effectivement, on le voit à travers le roman d'Alexandre. Une image d'Alexandre sans figure extraordinaire et unique. En fin de compte, la question de savoir si Alexandre avait réellement les yeux verrons. J'aime bien quand il tape comme ça rappelle pour les geeks Fallout, quand on écrit sur un ordinateur, j'aime bien. Alors bon, j'en ai préparé une autre, là c'est un petit peu long, bon allez, accélère la ChatGPT. Bon, il n'y a pas de preuve, voilà. Bon, il reste quand même dans l'expectative. Alors, on va se poser une question aussi, toujours sur le physique. Celle-là me vient en tête, je ne l'avais pas noté, mais pourquoi... Ah, décidément, excusez-moi, j'ai un ordinateur avec des grosses touches, faut taper fort.
Pourquoi Alexandre penchait-il la tête? Et il avait une posture... alors, je sais plus dans quelle source écrite c'est mentionné, mais on le voit à travers les statues, les sculptures, mais il avait la tête un petit peu penchée. Alors, pourquoi? Ah bah oui, là, il est au taquet, là. Donc il y a plusieurs théories sur la raison pour laquelle Alexandre penchait souvent sa tête. Certaines sources historiques suggèrent que ça pourrait dû être une blessure ou une maladie, tandis que d'autres ont suggéré que cela faisait partie de son comportement habituel ou de sa posture caractéristique. Une théorie courante est la position de... Excusez-moi, une longue journée de cours. Une théorie courante est que la position de la tête penchée d'Alexandre était en partie due à une blessure subie pendant son adolescence. Selon les rapports, Alexandre a été blessé à la tête lors d'un assaut contre la ville de Thèbes, donc il avait 20 ans, en 335. Et certains historiens ont suggéré que cela aurait pu endommager son système vestibulaire, qui est responsable de l'équilibre et de la coordination. Donc sinon, on pense que voilà, c'est une posture appelée dans la tradition grecque crypteia, qui encourageait les hommes à marcher avec la tête baissée pour montrer leur modestie et leur respect envers leurs aînés. Conjonction de facteurs, blessure, habitude, vous voyez, j'ai appris quelque chose, la crypteia. Voilà, et on le voit à travers la statue, il avait un cou peut-être un petit peu pas très symétrique. Voilà, vous voyez, là, il m'apprend des trucs, hein. Il est quand même fort. Ils sont forts, ChatGPT. Aïe. Alors, bon, je vous épargne les questions militaires sur lesquelles il n'y a pas de débat. On va rester dans les questions un petit peu tendues. Pourquoi Alexandre a-t-il incendié Persépolis? Plusieurs théories là aussi. La destruction de Persépolis par Alexandre en 330 est l'un des événements les plus controversés de son règne, oui. Les raisons exactes de cette décision ne sont pas claires, car Alexandre lui-même n'a laissé aucune explication écrite de ses actions. Donc, selon certains historiens, il aurait ordonné la destruction de Persépolis en représailles pour les dommages causés à Athènes par les Perses. Donc il s'attaque à l'héritage de Xerxès, donc autant il respecte, on va dire, notamment Cyrus, dont il a fait rénover la tombe, mais là, Xerxès, il lui pardonne pas d'avoir attaqué les Grecs, donc il va détruire son palais. Voilà, avec l'idée de détruire les symboles, la culture, bon, c'est peut-être un petit peu exagéré, en tout cas les symboles. Alors oui, certains ont également suggéré que la destruction de Persépolis pourrait avoir été déclenchée par des événements survenus lors d'une fête où Alexandre aurait été ivre, et cela pourrait expliquer son comportement imprévisible. En fait, il y a même une légende qui dit qu'il y a une Étaïre, donc une prostituée qui s'appelait Thaïs, qui va épouser finalement Ptolémée. Et Thaïs qui va pousser... c'est pas Thaïs d'Escuffon, mais bon, pas loin. C'est Thaïs qui va pousser Alexandre à incendier le temple, il y a même des tableaux là-dessus. Voilà. Ensuite, ce sera la favorite de Ptolémée qui va la répudier pour épouser... une princesse perse lors des noces de Suse, et après pour épouser je sais plus qui. Arsinoé, je crois, je sais plus. Alors, voilà, bon là il y a toujours il y a toujours une petite conclusion, c'est ça qui est pas mal avec lui, une sorte de prudence. Il est beaucoup plus prudent que n'importe quel youtubeur historique. Je citerai personne, mais ça commence par un N et ça finit par un B. On le reconnaîtra. Alors, là c'est une magnifique question. Roxane était-elle la plus belle femme d'Asie? Ça, c'est vraiment une très très bonne question. Roxane, la lumineuse, ça veut dire en persan. Réfléchis là, parce que il y a débat. Il existe des références historiques qui suggèrent que Roxane, l'épouse d'Alexandre, était considérée comme une femme d'une grande beauté. Cependant, l'idée qu'elle était la plus belle femme d'Asie est plus difficile à prouver, car elle est largement subjective et dépendante des normes de beauté de l'époque. Donc voilà, il nous rappelle, voilà aussi, attention. Hein. Il est important de noter que l'image de Roxane en tant que belle et séduisante est souvent associée à la propagande d'Alexandre et à la mythologie de sa conquête de l'Asie. Cela
peut avoir été exagéré pour renforcer l'image d'Alexandre en tant que conquérant puissant et charismatique. En fin de compte, la question de savoir si Roxane était la plus belle d'Asie reste largement ouverte à l'interprétation, et cela dépend des normes et des opinions individuelles sur la beauté. Cependant, il ne fait aucun doute que Roxane était considérée comme une femme remarquable à l'époque et qu'elle a eu une influence significative sur la vie et la politique d'Alexandre le Grand. Oui, l'idée d'intégrer les élites. Bon, c'était quand même la fille d'Oxyartès, satrape de Solgame, c'était pas n'importe qui. Et le film d'ailleurs de Liverson ne lui rend pas grâce du tout parce qu'elle est pas belle, Roxane. Par contre, celle qui est belle en vrai et dans le film, c'est Statera, la fille de Darius. Une vraie beauté perse, ils sont pas allés chercher une portoricaine. J'ai rien contre les portoricains, hein, mais ça fait pas très perse. Bien, bon, merci encore ChatGPT. Alors, petite question aussi quand même que je me pose. Quelle est la principale faiblesse d'Alexandre? Tu peux la réponse, mais on va voir. S'il entend d'un point de vue politique ou plus psychologique. Ah bah oui, mais j'aime bien les petites intros. On dirait des intros de philosophie terminale. Comme tout être humain, de tout temps. De tout temps. T'as 2 points en moins si tu commences déjà. Je sais pas, chers élèves de philo, si un jour vous faites une dissertation, ne commencez pas par de tout temps. Alexandre avait des forces et des faiblesses. Parmi ses faiblesses les plus notables, on peut citer... Ah ouais, quand même. C'est marrant, la première question que j'ai posée justement à ChatGPT, c'était quels sont les défauts d'Elon Musk? Il m'a fait pareil, c'est impressionnant. Alors je ne vais pas tout vous lire, mais son caractère impulsif, oui, sa tendance à la mégalomanie, c'est quand même le plus grand conquérant de l'histoire, donc pourquoi pas. Ou son incapacité à s'adapter à la culture, aux traditions. Non, je suis pas d'accord. Alors ça, je vais lui dire. Je vais copier-coller, je vais dire, je suis pas du tout d'accord. Au contraire. Sa santé fragile. Donc problème de santé, crise d'épilepsie. Oui, non, son demi-frère. Alexandre avait des crises d'épilepsie. Première nouvelle. De fièvre, de blessures liées à la guerre. Oui, il a été au moins blessé gravement 3 à 4 fois. Donc la dernière fois, il a failli rester une flèche dans le torse. Alors je suis étonné qu'ils aient pas parlé de l'alcool en fait. Sa faiblesse, c'est l'alcool. Le vin. Alors c'était pas juste pour l'ivresse, hein, c'est parce que l'eau pure, c'était compliqué au fin fond de l'Asie centrale, donc ils buvaient du vin plutôt que de l'eau qui était croupie. Bon, je vais quand même lui dire, alors je suis très étonné que tu n'aies pas parlé de son alcoolisme. J'espère qu'il va comprendre de quoi je parle. C'est une conversation quand même. Bah oui, il est vrai qu'il existe des références historiques qui suggèrent qu'Alexandre le Grand a peut-être souffert. Non, il n'y a pas peut-être, il en est un peu mort, bon. Il a échappé à la cirrhose, il est mort avant. Il revient, et son incapacité, alors je vais quand même lui dire, excuse-moi, mais je ne suis pas du tout d'accord avec l'affirmation selon laquelle on va voir tout s'il sait de qui je parle. Ouais, je m'excuse, oui, mais bon. Ouais, c'est une faiblesse. Peut-être que c'est vrai que ça l'a affaibli. Il a du mal à comprendre, mais c'est que ça l'a affaibli dans le sens qu'il y a eu une contestation de la frange traditionnaliste, emmenée notamment par Parménion et Philotas, et puis d'autres. Hein. Je vous renvoie à la conjuration des cadets, et puis au fait aussi que les Macédoniens n'étaient pas contents d'avoir des Perses dans l'armée, dans la phalange, ce qu'on appelle les épigones. Rien à voir avec les fils de Diadoque, hein. C'est des autres épigones. Ouais, quand même, il nuance un peu son propos. Et quand on pousse un peu dans ses derniers retranchements, il cherche la conciliation. Voilà, il sait discuter. Hein. Il campe pas sur ses positions. Ok, alors là j'ai une autre question un petit peu polémique, celle-là. J'étais tenté de faire une vidéo là-dessus, mais c'était un peu casse-gueule. Puis il n'y a pas énormément de sources, il y a des articles Wikipédia là-dessus, mais il est un peu faiblard. Bon, c'est pas moi qui l'ai écrit, mais je l'ai un peu retravaillé dernièrement parce qu'il n'était pas très bien écrit. Alors oui, c'est selon les nazis. Ouais. Alexandre le Grand est-il un héros arien
ou, au contraire, mais j'appuie bien sur le contraire, un traître à la race aryenne. C'est ça le débat. Bon, Alfred Rosenberg, l'idéologue du nazisme, avait tranché. Ouais, alors déjà d'emblée, les idées et croyances nazies ont été rejetées par la communauté scientifique. Ouais, ils le considèrent comme un héros arien, pas tous, mais moi, ouais, bien. Ouais, alors c'est ce qu'ils appelaient les Indo-Germains, d'accord, ok. D'accord, donc ils insistent plutôt sur le côté qu'effectivement Alexandre aurait été vu comme un héros arien, mais en fait les nazis les plus convaincus, en tout cas estimaient qu'il avait trahi la race aryenne en mélangeant avec les peuples orientaux, mais on pourrait leur rétorquer déjà, déjà c'est les nazis, donc c'est pas bien, mais en plus que les Perses c'est des Aryens, donc bon, voilà, c'est pas très scientifique tout ça. Voilà, bon, question polémique, mais voilà, il a bien répondu, j'avoue, voilà, j'en demandais pas tant. Alors, question peut-être un peu plus directe, qui a été le meilleur général d'Alexandre? C'est pas si évident. Alors, il y a Alexandre le Grand, j'ai bien insisté, mais... Il est difficile de dire qui était le meilleur général d'Alexandre, car tous ces généraux étaient très compétents, c'est vrai, ouais, voilà, c'est un peu le constat que je fais. Cependant, certains généraux les plus connus et les plus influents d'Alexandre étaient donc Parménion, le bras droit, donc le vieux briscard, donc qui a tenu son rang à Gaugamel, Ptolémée, en tout cas le plus fidèle et genre important dans la fondation de la ville d'Alexandrie, Héphaïstion, donc le meilleur ami, voilà, il a surtout dirigé des déplacements de troupes. Il n'a pas eu un rôle majeur, peut-être un peu plus à l'Hydaspe, mais bon, il a commandé la cavalerie, oui, quand même. Il commandait la cavalerie, mais il prenait pas d'initiative, on va dire, voilà. Il commandait la cavalerie qui suivait Alexandre, la cavalerie de l'ordre des compagnons. Cratère, oui, un vieux briscard aussi. Antigone le Borgne, le guerre des Diadoques. Bon, c'est un peu après coup, mais il a joué un rôle important en repoussant les Perses après Isos, donc en Anatolie. Ouais, voilà. Bon, il oublie Perdiccas, mais c'est l'éternel oublié, la Perdiccas. C'est l'éternel oublié de l'histoire, mais bon, ok, le top 5 est pas mal du tout. Alors, petite question psychologique, allez, j'en ai encore 3. Quel est le regret d'Alexandre le Grand? Excusez-moi, je tape mal. Je regarde pas le clavier. Alors, il est difficile de dire avec certitude quel était le plus grand regret d'Alexandre. Bah oui, car il n'y a pas de source directe sur ses pensées. Cependant, il y a des suggestions. La mort de Clétos. Ouais, bah oui, c'est ça qu'il fallait. Ouais. Mais accidentellement, ouais, il fallait lui lancer une sarisse en pleine poitrine. Bon, c'est pas vraiment accidentel, c'est un moment de folie, d'ivresse. Voilà. Altercation, inconsolable. La poursuite de sa conquête. Bah oui, il a passé une grande partie de sa vie à vouloir conquérir un nouveau territoire, mais il a finalement été obligé de renoncer en Inde, etc. Et la mort de son ami, bah oui, profondément affecté, il a pas su le sauver, on va dire. Bon, et il a fait crucifier le médecin. Bon, voilà. Puis il a pleuré sur son corps pendant une semaine. Donc ils étaient forcément homosexuels, voilà, c'est ça l'idée. D'accord, ouais, non, c'est bien dit. Bravo, enfin, je sais pas, ouais, super. C'est ce que j'aurais dit aussi. Super. De ne pas avoir connu son fils, oui, enfin, ça, c'est tout, c'est pas vraiment un regret, c'est la vie. Alors, allez, une dernière question, bon, qui est un peu plus... Ouais, que tout le monde se pose, mais comment est mort Alexandre le Grand? On va voir s'il va nous exposer toutes les théories du moment. Le mort d'Alexandre le Grand est un sujet à débat, il y a de nombreuses théories, effectivement. Il me rappelle sa date, c'est super. Un banquet à Babylone, banquet organisé par Médios de Larissa, un compagnon grec. Sa maladie a rapidement empiré, il est mort 10 jours plus tard. Ouais, alors l'empoisonnement, bon, j'aurais pas commencé par là, mais bon, j'ai eu l'occasion de répondre à cette question. On dira que non, à qui profite le crime, et puis j'ai du mal à imaginer un poison qui agit 10 jours. Sur le poison, à l'époque, tu meurs dans l'heure, bon. Maladie infectieuse, bah oui.
fièvre typhoïde, malaria, donc le paludisme, c'est la théorie la plus courante, hein, ça c'est clair, la malaria. Fièvre typhoïde, c'est plutôt effacition. Ou la maladie de Lyme. Il s'est fait piquer par une tique. Cependant, cela reste spéculatif. Alors certains parlent aussi du virus du Nil. J'ai vu aussi des sources... J'ai mis dans Wikipédia avec des articles virus du Nil. Et d'autres disent d'une cirrhose du foie. Alors j'ai vu là aussi, effectivement, je sais plus exactement. La cirrhose du foie, puis il y avait une autre chose, une espèce d'occlusion intestinale aussi, voilà, due à l'alcoolisme. Le foie qui explose. Un truc bien horrible. Ok, bon bah il expose bien. Après c'est une conjonction de facteurs, du 2 et du 3. Hein. Et puis les nombreuses blessures qu'il a connues. Mais ouais, non, la malaria, poussée extrême de malaria. Comme quoi un moustique a tué le plus grand roi de l'Antiquité. Triste. Allez, dernière question. Quelle est la chose la plus importante laissée par Alexandre le Grand? Alors là, pas facile. Donc la chose la plus importante laissée par Alexandre le Grand est sans aucun doute son héritage culturel et politique. Ouais, bah oui. Qui a un impact durable sur le monde antique et au-delà. Oui, un créateur de monde. D'un point de vue politique, bon, il a créé un immense empire multiethnique, il a uni des peuples auparavant divisés, il a fondé de nombreuses villes, Alexandrie en Égypte, centre culturel de l'époque hellénistique, l'adoption de la culture grecque dans les régions conquises, diplomatie, culture, etc., etc. Diffuser la philosophie grecque, bon ça c'est après indirect, on va dire c'est un peu a posteriori, mais la médecine, art, ok, on est... Ouais, ok. En résumé, la chose la plus importante est son héritage culturel et politique qui a façonné l'histoire de l'humanité et a influencé la façon dont nous comprenons le monde aujourd'hui. Waouh, c'est beau. Donc, conclusion. Bah, on est mal. On est mal. C'est quand même bluffant, enfin, avouez quand même. Alors, encore plus, parce que j'ai pas regardé forcément toutes les vidéos là-dessus, mais il y a des petits tips, on va dire, pour converser intelligemment avec ChatGPT, voilà, mais vous voyez, il arrive à rebondir sur ce qu'on dit, oui, je suis pas d'accord, mais ceci, mais tu auras peut-être pu dire cela, crois-tu que, non, prouve-moi ceci. Puis, enfin, honnêtement, c'est très bien écrit. Honnêtement, c'est mieux écrit que les 3/4 des articles que je peux voir sur la presse en ligne. Bon, je parle pas du monde diplomatique, mais on va parler des gratuits sur Internet, mais c'est impressionnant. Donc, les journalistes, méfiez-vous. Va falloir relever le niveau. Hein. Bon, les historiens, ça fait déjà longtemps, on va dire, qu'on utilise les outils Internet, voilà, Wikipédia, mais honnêtement, il y a moyen d'écrire un article Wikipédia. Alors, évidemment, il n'y a pas de référence. Évidemment, bon, comme c'est Wikipédia, ce serait retoqué. Mais waouh, quoi. Enfin, voilà, parce qu'évidemment, si on pose une question facile du style une date, un personnage, voilà, mais là, il y a des questions avec des débats quand même. Et encore, j'ai fait soft, hein, mais c'est impressionnant. Enfin, franchement, voilà, je sais pas si c'est inquiétant ou si c'est réjouissant, donc je vous laisse le dire éventuellement en commentaire. Voilà, bah, j'espère que ça vous a intéressé, voire amusé, bon, voire bluffé. Allez, à bientôt, et puis merci encore pour vos nombreux commentaires et retours, ça fait très plaisir. Allez, à bientôt.